Amis réfractaires, aujourd'hui une nouvelle vidéo de mise à jour sur la situation en Ukraine et on va se concentrer aujourd'hui sur les conséquences économiques de la guerre parce qu'il y en a beaucoup, notamment le fait qu'on risque d'avoir une famine historique et mondiale. Ouais. À la bourse de Chicago, qui est la référence mondiale pour le prix du blé, la tonne est passée en quelques mois de 275 € à plus de 400 €. Une flambée record d'après l'ONU qui s'ajoute à une extrême volatilité des prix. Et ça pourquoi ? Parce que l'agriculture dépend de facteurs climatiques qui peuvent toucher n'importe quel pays et que le monde de l'ultra-finance gère aujourd'hui un tiers des échanges commerciaux de blé. Des financiers qui jouent avec la bourse, la flambée des prix et les stocks pour se faire un maximum de bénéfices. Genre les mecs ils sont malins parce que quand le blé est pas cher, ils en achètent beaucoup pour faire des stocks et quand il y a une famine parce qu'il y a une sécheresse ou une guerre, ils gardent bien leurs stocks, ils vendent après à d'autres spéculateurs des titres de propriété de ces stocks là pour que les spéculateurs eux puissent le revendre à d'autres spéculateurs pour pouvoir après le revendre à d'autres spéculateurs. Ce qui fait qu'au moment précis où on a le plus besoin de blé, le prix du blé il flambe et du coup tu as énormément de pays qui n'ont plus accès à ce blé là parce que ça coûte beaucoup trop cher. Pourquoi ? Parce que tu as des millionnaires de traders de merde qui sont fait du fric là-dessus. Enfin, des millionnaires de traders, plutôt des fonds de pension. Alors qu'il suffirait, je sais pas, je propose, de mettre la bouffe dans un bateau, de mener le bateau dans un pays où il y a des famines et du coup de distribuer la nourriture aux gens. Enfin, ça paraît simple, mais je pense que ça marchera mieux que le capitalisme. Déjà en août 2021, l'indice des prix des produits alimentaires calculé par l'ONU avait dépassé le niveau atteint au premier semestre 2008, qui avait déjà provoqué des émeutes de la faim en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Ce fut une révolte, celle des ventres vides. Un cri de colère mondiale, celui des crève-la-faim. Contre la flambée des cours des prix alimentaires, un ras-le-bol qui va vite virer à l'émeute dans une vingtaine de pays. Mais vu que le blé, il est indispensable, qu'importe son prix, il y aura toujours des acheteurs, ce qui en fait un parfait produit financier. Après, évidemment, avant la guerre, c'était déjà la merde parce qu'il y avait déjà des crises économiques et puis il y a eu la crise sanitaire qui a rajouté un truc dessus. Mais là, la guerre, c'est un autre facteur qui se rajoute à tout ça et qui amplifie tout ce merdier. La Russie et l'Ukraine représentent à elles seules un tiers des exportations de blé au monde. Sauf que l'Ukraine, elle n'a plus vraiment accès à la mer Noire pour exporter sa production. Et en ce moment, il y a 6 millions de tonnes de blé qui sont en train de pourrir dans des ports. Et évidemment, cette perte sèche de blé, ça fait mécaniquement monter les prix. Mais il n'y a pas que le blé, le tournesol aussi manque, créant des pénuries d'huile et obligeant les industriels qui utilisent massivement cette huile à payer bien plus cher cette huile ou à revoir tout leur processus de fabrication, provoquant là aussi l'augmentation des prix de toute la nourriture issue de l'industrie. Et même si la Russie décidait du jour au lendemain de laisser l'Ukraine exporter son blé pour, je ne sais pas, par hasard nourrir des millions de personnes, les prix vont quand même exploser parce que tu vas avoir les assurances qui vont demander, elles, plus de pognon parce qu'évidemment, tu as des risques que les bateaux se font couler. Et les assurances, c'est déjà, pour vous dire, 10% du prix total du blé. Du coup, si les assurances augmentent, tu as tout qui augmente. Et là, tu commences à comprendre tout le mécanisme vicieux dans lequel on est. Autre facteur, la guerre sur le territoire ukrainien l'empêche d'exploiter 30% de ses terres arables, que ce soit à cause du danger, de la destruction ou de la pollution. Et résultat, il y a du blé qui n'a pas pu être semé sur une bonne partie des terres ukrainiennes. Et vu que la Russie a bloqué ses exportations de pétrole à l'Ukraine, l'utilisation des tracteurs est très limitée, voire impossible, comme le traitement du blé et encore plus son exportation. Et donc c'est toute la chaîne de production qui est cassée. Et ça dans un pays qui vend en temps normal 75% du blé qu'il produit. Et surtout, l'Ukraine, c'est pas un producteur comme les autres. C'est ce qu'on appelle un swing producer. Un truc comme ça, avec un accent anglais, il faut l'imaginer. Et du coup, son rôle à lui, ça va être de combler les trous qu'il y a dans le marché parce qu'il y a une sécheresse ou parce que tu as des pays en voie de développement qui ont besoin de blé, mais qui n'ont pas d'accord avec d'autres pays producteurs. Et ça, c'est très important. Genre, par exemple, s'il y a une merde en Algérie, c'est le blé ukrainien qui va remplacer. L'Ukraine a cette particularité d'avoir des terres ultra fertiles, la terre noire ukrainienne est très réputée, et surtout d'avoir encore des terres qu'elle peut exploiter. Et ça, contrairement par exemple à la France où c'est le maximum. Sauf que, évidemment, avec la guerre, tu as la quasi-majorité des terres qui sont plus du tout accessibles, et du coup, ce rôle-là de swing producer n'existe plus. Donc tous les pays en voie de développement qui ont besoin de blé ou ceux qui vont subir des sécheresses, et je le rappelle, on est dans un plein changement climatique, donc ça va se répéter, et ces pays-là, ils n'ont plus de solution. D'où le fait que la guerre en Ukraine, c'était vraiment pas une bonne idée. On s'engage, t'as vu? C'était pas une bonne idée. On est plutôt contre
La Russie, qui est le premier pays producteur net de blé au monde, a ralenti son exportation vers l'Europe suite aux sanctions, mais aussi, plus étonnamment, vers ses alliés d'Asie centrale. Et pourquoi elle fait ça, la Russie? Tout simplement parce qu'elle veut constituer un stock stratégique, parce que le blé, ça va devenir une espèce de monnaie diplomatique à l'avenir, et du coup, ils font un stock, tu vois. Mais ça leur permet aussi, diplomatiquement, de dire à leurs alliés, les cocos, vous êtes mignons, mais à tout moment, on peut réduire la quantité de blé qu'on vous envoie, et vu que vous êtes dépendant de ça, vous avez intérêt à être gentil avec nous. Il y a un adage qui dit, qui est assez rigolo, qui colle bien à la situation, que c'est super dangereux d'être l'ennemi d'un État impérialiste, mais ça l'est encore plus d'être son allié. La Russie ralentit ses exportations, et pareil pour l'Ukraine, alors que 18 pays en sont dépendants, à plus de 50%, et que 4 d'entre eux importent 100% de leur blé. L'Érythrée, la Mauritanie, la Somalie et la Tanzanie. Pareil pour l'Afrique subsaharienne qui dépend de 30% de ce blé. C'est donc un problème majeur. Donc si on résume cette partie, on est face à un phénomène qui a 3 étapes différentes qui se mordent la queue. Le premier, c'est un problème agricole et géopolitique qui fait qu'il y a une baisse de la production. Et notamment sur un des pays les plus centraux dans la production de blé et dans l'exportation surtout. Ce qui fait que par-dessus ça, tu as un phénomène de spéculation, de gros fonds de pension qui ne servent à rien à part créer des famines partout, qui font augmenter les prix. Et du coup, conséquence, l'ensemble des pays producteurs commencent à constituer des stocks. Ce qui fait que une étape puis l'autre, à chaque fois, la part des exportations de blé dans le monde diminue, ce qui augmente le prix, ce qui, une boucle infernale, tu connais bien. Et résultat de ça, tu as énormément de pays qui vont entrer dans la malnutrition et la famine. Et quand je dis énormément de pays, c'est énormément de pays. Le 14 mars dernier, le secrétaire de l'ONU mettait en garde les pays d'un ouragan de famine et d'un effondrement du système alimentaire mondial qui risque de faire basculer jusqu'à 1,7 milliard de personnes, plus d'un cinquième de l'humanité, dans la pauvreté, le dénuement et la faim. 1,7 milliard de personnes. Quand je disais beaucoup, c'était vraiment beaucoup. Selon les pays, tu vas avoir des scénarios qui vont être très différents, ça va dépendre de leur puissance. On va prendre le premier scénario avec la France, qui est un pays riche et qui est en plus producteur de blé. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? En gros, le prix du blé il va augmenter et du coup, le prix de toute la bouffe en général, ça va augmenter. Ça va créer ce qu'on appelle une inflation des prix des produits alimentaires. Et du coup, concrètement, les plus pauvres d'entre nous, ils vont morfler. C'est-à-dire nous. C'est ce que montre Nantes Révoltée. L'inflation, elle est là et elle concerne pas les bijoux, mais les pâtes, les huiles et l'essence. Et tout ça sans que les salaires suivent. Et donc là, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus riches vont devoir sacrifier peut-être, au pire, un restaurant durant le mois, tu vois. Quel sacrifice. Et les plus pauvres, eux, ils vont devoir choisir entre remplir leur bagnole, enfin remplir le réservoir de leur bagnole, ou remplir leur caddie, voilà. Quant à ceux qui devaient déjà faire le choix avant la guerre, eux, ils vont devoir, je pense, arrêter le gluten, pas le choix, et arrêter les huiles aussi. Et arrêter de prendre la bagnole, donc arrêter d'avoir un travail, souscrire au RSA et être forcé par Emmanuel Macron qui va gagner aux législatives de bosser pour un patron voyou sans être payé quoi. Attends, les législatives c'est pas terminé non? Deuxième scénario, vu que les plus grandes puissances vont acheter le blé dans le marché traditionnel même s'il est beaucoup plus cher, les puissances moyennes, eux, elles vont pas pouvoir faire ça parce que tout le blé va être acheté. Du coup, ils vont être obligés de trouver d'autres solutions. C'est l'exemple de l'Inde qui a brutalement libéralisé son agriculture. Cette libéralisation, elle s'est traduite par une généralisation des monocultures chimiques et industrielles, qui ont permis d'un côté d'augmenter temporairement le rendement, au point de multiplier par 5 ses exportations, pour atteindre les 10 millions de tonnes, mais qui d'un autre côté a surtout détruit l'immense réseau de paysans qui s'était notamment mobilisé en 2020 pour mener la plus grande grève de l'histoire de l'humanité. C'est incroyable comment toutes les infos se relient, tout ça. L'Inde passe donc en ce moment des contrats d'exportation de blé avec l'Iran, avec le Nigeria, l'Indonésie et la Tunisie. L'Égypte, elle, qui importe 85% de son blé d'Ukraine, a dû aussi faire appel à l'Inde. L'Égypte, dont le blé a un rôle très particulier dans sa politique, c'est pour nourrir les plus pauvres. Voilà, et du coup c'est très important parce que sinon il va se passer, tu vois, quand il y a un peu une augmentation des prix dans les pays arabes, quand c'est le printemps, en général c'est pas très bon pour les dirigeants, du coup c'est vraiment très important pour eux de choper ce blé, donc ils sont contents avec le blé indien, sauf que le blé indien est réputé pour être très mauvais, que ce soit en termes de protéines ou parce que c'est rempli de pesticides, et encore je te parle pas du gluten. Et vous savez quoi ? Depuis le tournage de la vidéo, l'Inde a annoncé que, faute de sécheresse, elle allait annuler toutes ses exportations de blé. Donc l'un des rares acteurs qui aurait pu nourrir des millions de personnes
se retire à cause du réchauffement climatique. Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors, pour combler le manque de blé, l'Europe a rompu avec ses engagements écolos liés à la PAC qui limitait l'usage des pesticides et imposait de mettre 4% des terres au repos. Des terres qui vont finalement être cultivées en blé. Du côté français, les exportations vont donc légèrement augmenter. Le Maroc a déjà annoncé en importer. Quant à l'Algérie, elle avait rompu une partie de ses contrats il y a quelques années pour favoriser le blé ukrainien. Ils se retrouvent donc aujourd'hui à devoir re-signer des contrats avec la France à plein tarif. Ce qui va provoquer chez eux aussi une belle inflation et de la pauvreté. Malgré la hausse de la production, l'Europe s'apprête à constituer elle aussi un stock stratégique, ce qui va encore faire baisser la quantité de blé disponible sur le marché. Et au Moyen-Orient, la situation est encore plus grave. À cause d'une politique néolibérale imposée par le FMI, ces pays sont devenus dépendants de 50 à 90% du blé d'importation. En intégrant brutalement le marché mondial, ces pays se sont spécialisés sur une culture en optant pour l'exportation massive de produits issus d'une monoculture industrielle. Sauf que ces monocultures, elles détruisent les sols qui sont devenus incapables de retenir l'eau. Et tout ça, ça casse le cycle de l'eau. Quant à la paysannerie, elle a été abandonnée par l'État, puis détruite par la concurrence. Résultat, ils n'ont plus aucune souveraineté alimentaire. Ces pays dépendent de leur importation de fertilisants venus de la Russie et issus des énergies fossiles, et de l'importation des céréales pour manger, et dont le prix est défini par le marché. Un marché qui produit sans cesse des crises alimentaires énormes. Enfin bref, l'explosion des prix dans des pays déjà très instables va là aussi produire de nombreux drames. Mais vu que rien ne pourra remplacer le rôle de l'Ukraine et de la Russie dans l'exportation du blé dans le marché mondial, tu vas avoir des puissances moyennes qui vont certes galérer mais qui ne vont pas trouver de solution. D'autant plus que le prix du blé va aller en augmentant. Donc tu as des pays qui vont se retrouver sans rien. Comme le Liban, qui réalise 70% de ses importations de blé avec la Russie et l'Ukraine, 80% pour la Turquie et même 90% pour l'Égypte. La bonne question, c'est donc que vont faire ces pays lorsqu'ils n'auront plus de stock? Et ça, c'est le troisième scénario. Et ils n'arrivent plus à choper du blé, et du coup c'est la grosse merde, ça crée beaucoup de famine. Et on pense notamment à des pays comme le Yémen qui subissent déjà la pire situation humanitaire contemporaine et qui vont se rajouter sur leur tête l'augmentation du blé, le fait qu'ils ne puissent pas avoir accès à ce truc-là. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre dans l'augmentation du prix du blé, c'est que les plus riches, ils vont raquer, les moyens, ils vont galérer et ils vont raquer, et les plus pauvres, ils vont tout simplement pas avoir accès à ce blé-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à une situation où tu as 1,7 milliard de personnes qui sont dans des risques de famine aujourd'hui. Donc attends, on va essayer de résumer parce que là, c'est compliqué. Il y a une guerre, ok. Ça produit du coup une crise de la production de blé et de plein de graines qui fait qu'il y a une pénurie au niveau alimentaire dans le monde. Ok. Par-dessus ça, tu as des fonds spéculatifs qui spéculent là-dessus pour faire monter à maximum les prix, ce qui crée plein de famines et que c'est le bordel, etc. Et vu que c'est le bordel et que c'est super cher, tu as énormément d'États qui font une spéculation politique en faisant des stocks, notamment les pays producteurs, des stocks de blé comme ça, pour faire en sorte qu'il y ait encore moins de blé en circulation. Par-dessus ça, tu as du coup une crise agricole avec toute l'agriculture chimique, etc., qui va essayer de compenser, qui va faire de la merde, du coup écologiquement, ça pue du cul. Et par-dessus ça, en plus de tout ça, tu as l'impérialisme qui arrive pour essayer de faire monter le prix du blé à maximum, pour faire du chantage entre les États et gagner un maximum de pognon. C'est ça? Bref, on parle, mais il va falloir conclure cette histoire. Déjà, le dire et le répéter, il n'y a pas de problème de production alimentaire. Même avec la guerre, on produit assez. Ce qu'on subit, c'est l'incapacité du capitalisme mondial à répartir convenablement cette nourriture. Ce qu'on subit, c'est les putains de fonds financiers qui ne produisent rien, mais dont le seul but est d'augmenter leurs bénéfices, et tout ça, même si ça produit des famines. Surtout qu'il y a des solutions, enfin moi je propose des solutions en tout cas pour régler le problème, ce petit problème qui va faire que 1/5 de l'humanité va être en famine. Ce que je propose, c'est qu'on aille tous dans nos capitales, et oui, nos capitales parce qu'on est international, tu vois, le canard, on va tous dans nos capitales et on brûle tous les fonds de pension, tu vois. Tous les BlackRock, les machins, les trucs qui font des spéculations, qui créent des famines pour rien, on brûle tout. Et évidemment sur les personnes qui sont dedans. Les personnes, on les envoie genre en centre-Bretagne avec un petit potager, une petite cabane, ils adoptent un chien, tout ça. Quand même, ils ont le droit d'être heureux. Mais par contre, leur ordinateur, leur tour et leur costard, on brûle tout. Et comme ça, on reprend la main sur le marché du blé et on arrive à distribuer de la nourriture pour tout le monde. Et puis voilà quoi. C'est ça le socialisme, hein. On crame des trucs et on sauve des gens. Lutter contre la spéculation, c'est donc détruire le marché pour que le prix du blé soit décidé politiquement, en fonction de son coût de production réel, mais aussi du besoin des populations. Tout ça couplé à un système d'assurance sociale pour les agriculteurs et les paysans, histoire qu'ils puissent avoir, quoi qu'il arrive, de quoi vivre dignement.
Vous imaginez le truc quand même? Genre, on arrive comme ça là à abolir la faim. Ce serait quand même stylé, non? Abolir la faim. Là, on serait fiers d'avoir fait ça, abolir la faim. Après, évidemment, la France, elle ne peut pas tout faire toute seule, hein, mais elle peut montrer la voie. Tu sais, c'est un grand territoire agricole, etc. On peut organiser les choses, mener un truc un peu stylé, quoi. Un non-alignement. Après, évidemment, le Parlement, machin, tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais très bientôt, il y a les législatives. Il faut absolument voter pour. Mais il n'y a pas que ça. La Confédération paysanne, elle critique aussi l'élevage intensif, qui pour produire de la viande de pas bonne qualité en plus, monopolise l'immense partie des terres arables et des céréales. Une production de céréales qui est basée sur les engrais chimiques, eux-mêmes étant un produit dérivé du gaz. Donc des aléas géopolitiques qui n'arrêtent pas de se multiplier. Tout ça nourrissant là encore l'inflation des denrées alimentaires. Et tout ça pourquoi? Pour manger des cadavres entre 2 tranches de gluten, alors qu'ils pourraient manger des patates, bon Dieu. Eh oh, calmos le vegan là. Vous savez qu'à Guingamp, ils font du pain au sarrasin sans gluten et local. Et l'autre événement majeur, il est encore à venir, parce que la famine, elle va provoquer de nombreuses émeutes et des mobilisations partout dans le monde. On a parlé de 2008, mais on peut parler de 2011 et du printemps arabe, qui a été permis grâce à des révélations de Wikileaks, oui mais surtout qui a été poussé par une augmentation des prix de la bouffe après une succession de sécheresses dans le monde. Bref, les conséquences de la guerre impérialiste entre le bloc états-unien et le bloc russo-chinois ne font que commencer, et ça va produire beaucoup de merde, mais ça va permettre aussi à certaines populations de pouvoir renverser les dirigeants qui ont été incapables de les protéger de la spéculation et des impérialismes. Quoi qu'il arrive, l'histoire qui arrive va être très forte, ça va être une période très intense, beaucoup de choses vont changer. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être mal? Ça va dépendre de ce qu'on va en faire. D'où l'importance, on le répétera toujours, de comprendre d'où viennent les guerres et les famines, pour savoir s'en prémunir, pour savoir comment les freiner et comment les anticiper pour les empêcher. Et pour ça, faut de l'analyse, des analyses qui sont pourtant actuellement absentes de la télé, présentes en miettes dans les journaux et qu'on tente ici de recomposer avec nos petits moyens. Donc si ça te plaît ce genre de contenu, si tu trouves ça utile, sache qu'on est en période de financement participatif en ce moment pour pérenniser notre média libre, sans subvention ni publicité. Et si on a assez de sous, on pourra donner du travail à Debbie qui réalise les fiches internationales dont celle-là, ce qui veut dire plus de vidéos, de meilleure qualité, et vu ce qui arrive, ça serait pas une mauvaise idée. Alors n'hésite pas à participer si tu peux bien sûr, même à hauteur de 1 €, hein, ça nous aide vraiment et ça nous donne la motivation de continuer à vous informer du mieux qu'on peut. Voilà, bisous! Force à vous, des bisous, et à la prochaine!